Salut à tous, c'est Vino, nouvelle vidéo pour le CPRM Academy Online. Au programme aujourd'hui, pas de Texas Hold'em, mais on va voir un autre jeu que vous connaissez probablement, qui s'appelle le Pot Limit Omaha. Alors, pourquoi cette vidéo? Déjà, tout d'abord, puisque au club, nous allons avoir deux deep stacks dans cette variante. La première est un deep stack mixte, donc il y aura un round de Hold'em et un round de Omaha, donc il est important de savoir jouer Omaha. Et un deep stack en fin de saison où il n'y aura que du Omaha, en plus des éventuels tournois sur le online où on joue exclusivement au Omaha aussi. Il y en a un par saison, donc c'est une variante qui est importante de connaître déjà pour ces raisons-là, et en plus parce que c'est l'unique variante avec le Texas Hold'em disponible sur le .fr. Autant sur les variantes du .com, il y avait d'autres jeux comme le poker fermé, le stud, enfin plein de variantes pour pouvoir varier les goûts et les couleurs. Mais sur le .fr, on doit faire avec le Hold'em et le Omaha, donc quitte à ce qu'il n'y ait que deux variantes, autant bien les connaître toutes les deux afin de pouvoir profiter des nombreux fiches présents aux tables dans ces deux variantes. Donc le cours va se dérouler en trois façons, en trois étapes, pardon, avec une première comparaison avec le No Limit Hold'em justement, puisque ce sont tous les deux des jeux de flop, donc on va comparer les deux jeux afin de comprendre qu'est-ce qu'il y a à modifier quand on se met à jouer au Omaha. Une initiation pour le pré-flop, les quelques bases dont vous avez besoin et des bases pour le post-flop, et normalement avec ça, ça devrait vous suffire pour vous permettre d'être déjà de shark des plus basses limites. Voilà. Alors, commençons la comparaison donc avec le No Limit Hold'em. Déjà, il y a 4 cartes privatives au lieu de 2. Voilà, donc ça c'était la comparaison la plus simple et que tout le monde avait sûrement déjà relevé en ayant joué une main de Omaha. Mais surtout, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on est obligé d'utiliser 2 de nos cartes privatives et 3 des cartes communes. C'est-à-dire que, par exemple, un full ou un carré est impossible sans qu'il y ait une paire au board. Vous pourriez vous dire, ouais, mais si j'ai 3 as dans la main et qu'il y en a un au milieu, j'ai carré. Non, c'est faux. Vu que vous êtes obligé d'utiliser 2 de vos cartes privatives, si vous avez 3 as dans la main, vous pouvez en utiliser que 2. S'il y a un as au milieu, vous n'avez que brelan et pas carré. Voilà. C'est pas possible du coup qu'il y ait de couleur au board si jamais il n'y a pas 3 cartes assorties. 4 trèfles dans la main par exemple, ça ne sert à rien, on peut ne s'en servir que 2, pardon, c'est pas simple à dire. Et du coup, pareil, pas de quinte possible, sinon il n'y a pas les 3 cartes du milieu, les 3 cartes au flop qui nous permettent d'avoir une quinte et ainsi de suite. Par contre, les séquences d'enchères restent identiques au Hold'em, à la simple différence près que c'est du pot limit. Donc on ne peut pas miser plus que le pot. Voilà. Pour ça, je vous entraîne, plutôt que de regarder cette vidéo, je vous conseille de plutôt vous entraîner par exemple en play money sur PokerStars, pour vous familiariser avec ça. Et sinon, n'hésitez pas à demander au club, les gens vous expliqueront comment ça marche. Et surtout, c'est aussi si vous jouez par exemple à cette variante au casino, c'est le seul cas où le croupier a le droit de vous donner la taille du pot, pour vous donner la taille maximale de votre relance. Voilà, donc n'hésitez pas à demander. Si vous comprenez pas bien, en gros ça change pas grand chose, c'est très rare qu'on fasse des overbets en hold'em. Donc le fait que ce soit du pot limit ou du no limit ne change rien, si ce n'est qu'on peut pas se mettre à tapis pré-flop aussi souvent qu'on le souhaiterait. Voilà. Notamment dans le jeu short stack. Donc voilà, c'est les principales différences. On continue la comparaison. Et je vous ai mis un tableau là où on voit les probabilités de faire, en partant d'une main aléatoire, les probabilités de faire chaque combinaison hold'em, de la plus forte, la quinte flush, à la hauteur, la moins forte. Donc comme on peut le voir, en hold'em, on fait moins souvent des mains fortes pour la pure et simple raison qu'en hold'em on a 2 cartes et en Omaha on a 4 cartes. Voilà. Donc ça peut paraître idiot dit comme ça, mais déjà on se rend compte que par exemple on a autant de probabilité de faire brelan en Omaha que de paires en hold'em. Donc déjà on va se rendre compte qu'on fait des mains beaucoup plus souvent, des mains très fortes en Omaha, et du coup ça va influer notre sélection de mains. On va plus chercher à avoir top pair ou top 2 pair. Là on se rend compte que déjà on va chercher à avoir un peu mieux que ça. Donc ça peut influer sur la sélection de mains. Voilà. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout de suite. Non, pardon.
Autre différence, et ce sera la dernière avec le No Limit Hold'em, c'est la notion de ce qu'on appelle des combo draws. Par exemple, si vous avez Roi Dame de pique sur Valet 10 et 2, avec Valet 10 de pique, et ben on se rend compte qu'on a 15 outs disponibles. Hein. Tous les As nous donnent quinte, tous les 9 nous donnent quinte, et tous les piques nous donnent couleur. Donc si on tombe qu'on a main max sur ce tableau en Hold'em, qui est donc paire de valets pour brelan de valet, on se rend compte qu'on a que 42, enfin entre guillemets que 42% d'équité face à valet-valet. Donc on n'est pas favori. À l'inverse, en Omaha, si on prend exactement le même flop, mais qu'on a Roi-Dame de pique et 9 et 8 de carreau, face à la même main, donc le brelan de valet et deux autres cartes totalement aléatoires, si notre adversaire a un brelan de valet là-dessus, on est favori à 60%. Donc c'est une autre notion à prendre en compte quand on joue Omaha, c'est que les combo draws sont des mains qui peuvent être très puissantes, et du coup il va être important dans notre sélection de mains de tenir compte de cet aspect-là. Donc on y arrive justement à la sélection des mains. Du coup en Omaha on va surtout jouer des mains qui peuvent faire les nuts. On se rend compte qu'on va très souvent faire des mains fortes, donc les cas où on va prendre de l'argent c'est quand on fera ces mains fortes, mais les cas où on va perdre de l'argent c'est quand on fera des mains fortes et que notre adversaire aura une main encore plus forte. Donc on va éviter par exemple de jouer des tirages couleur hauteur 10 par exemple. Ça va éviter de rencontrer un tirage couleur hauteur As et de perdre beaucoup d'argent le jour où on fera notre couleur. On va aussi jouer des mains qui peuvent flopper des tirages énormes. Quand on vient de le voir, hein, flopper un tirage énorme, ça peut nous permettre d'être favoris contre les nuts au flop. Donc ça peut être très intéressant. Donc 3 règles de sélection de base. Jouer des cartes hautes, tout d'abord, puisque ça nous permettra d'avoir les tirages max. Par exemple, si on a, il faut mieux avoir Roi Dame Valet 10 que 2 3 4 5 par exemple, puisque ou d'avoir Roi Dame Valet 10 plutôt que 7 6 5 4. Pourquoi? Bah sur un flop où il y a 9 et 8, d'un côté il y a le tirage quinte par le haut pour un joueur, et de l'autre on a le tirage quinte par le bas. Si le 7 tombe par exemple, bah ça fait quinte hauteur valet pour celui qui a Roi Dame Valet 10, et ça fait quinte hauteur 9 pour celui qui a 7 6 5 4. Et du coup, quinte contre quinte, c'est des situations qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, jouer des cartes hautes, jouer des cartes connectées, possibilité de toucher des gros tirages, hein, et jouer des cartes assorties pour toucher des couleurs. Mais vous allez me dire, oui, mais les tirages couleur hauteur 10, on vient justement de dire que c'était pas des mains intéressantes. Certes, mais si vous avez 2 piques dans la main et que votre adversaire est sur le tirage couleur à pique, bah vous lui bloquez 2 outs. Donc, même si on ne... C'est ce qu'on appelle en fait des cartes défensives, entre guillemets. C'est ça nous permet à la fois de jouer le tirage couleur si notre adversaire l'a pas, mais s'il l'a, ça nous permet surtout de lui bloquer des outs sur notre main. Voilà. J'ai rajouté quelques notions d'équité pré-flop, parce que certes c'est important de savoir une sélection des mains, mais c'est aussi important d'avoir des notions d'équité, puisqu'on peut se rendre compte que la meilleure main As-As Valet 10, ou qui est généralement à égalité avec As-As Roi-Roi dans le rayon des meilleures mains, donc double assortie encore une fois, hein, comme on peut le voir, c'est très important cette notion d'être assorti au maximum. As-As Valet 10 contre une main totalement aléatoire, on n'est qu'à 70-30. Donc c'est-à-dire que si vous prenez une main totalement poubelle, je vais donner un exemple, Roi 7 2 3. Roi 7 2 3, hein, vous avez quasiment aucun tirage. On va prendre les 4 cartes dépareillées. Et ben vous avez quand même aux alentours de 30% d'équité. Donc qu'est-ce que ça va induire du coup dans notre jeu pré-flop, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans une main, même si notre adversaire nous surrelance, quelque part on va pas pouvoir folder. Pourquoi? Parce que c'est du pot limite, et donc quelque part, même si vous avez une main pas loin d'être poubelle, on a toujours environ 30% d'équité, et du coup ça va induire que face aux surrelances, on est déjà pas mal engagé, on a une bonne cote, donc on va être obligé d'aller voir le flop. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important d'avoir des mains qui jouent pas trop mal post-flop entre guillemets, et qui sont pas trop dures à manœuvrer. Ça va être plus facile de manœuvrer post-flop avec 9 8 7 6 par exemple, qu'avec Roi 7 2 3,
puisque on va vite savoir si on a une main qui a des tirages, ou qui a totalement raté le flop. Voilà. Donc très très important cette sélection de main. Sur les notions d'équité pré-flop, qu'est-ce qu'il y avait à retenir? As-As Roi-Roi contre 9-8-7-6, vous voyez que c'est qu'un 60-40. Donc As-As Roi-Roi bien évidemment reste favori. Mais attention, une 8-7-9-6 ça a une très bonne équité. On peut voir aussi qu'avoir paire de roi contre une paire d'as, on se retrouve dans une situation de 70-30. Donc c'est très très mauvais, hein, et c'est pour ça qu'on va voir plus tard qu'est-ce que ça induit, mais ce sont des cas qu'il faut à tout prix éviter. Pareil, se retrouver face à une paire d'as quand on a as-dame valet 10, puisque les deux as sont bloqueurs sur notre main et sur nos possibilités de quinte, etc. Donc c'est très très mauvais. À l'inverse, on voit qu'une paire de dames n'est pas si forte. As roi valet 10 et en 55-45. Donc c'est quasiment un coin flip. Et puis après j'ai mis d'autres équités, donc on peut voir que même des mains qui peuvent sembler très fortes, bah, quand on a deux mains qui ont l'air à peu près fortes l'une face à l'autre, c'est pas loin du 50-50. Donc dans le pire des cas, on est qu'à 30% et généralement on se rapproche du coin flip. Donc c'est un jeu qui se joue essentiellement post-flop. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois avoir une bonne sélection de mains pré-flop, mais aussi avoir un très bon jeu post-flop, parce que c'est pas pré-flop qu'on va faire la différence contrairement au hold'em. En hold'em, si un joueur a tendance à jouer beaucoup trop de mains poubelles, rien qu'avec une bonne sélection de mains pré-flop, vous allez pouvoir prendre beaucoup d'argent face à ce joueur. Mais là, ce sera pas suffisant, il va falloir savoir jouer post-flop, et c'est ce qu'on va voir juste après. Voilà, donc dernière chose sur le jeu pré-flop, on va parler des cas de sur-relance et de sur-relance. Donc le 3-bet et le 4-bet. Alors la range de 4-bet, on va déjà réfléchir vite fait. En Omaha, si vous avez relance, sur-relance et sur-relance, donc relance 3-bet et 4-bet, donc si vous avez un 4-bet, généralement, ce sera très souvent avec une paire d'as. Pourquoi? Bien les paires d'as sont des mains qui sont assez compliquées à manœuvrer post-flop. Bien qu'elles soient favoris dans tous les cas pré-flop, on voit que ce sont pas des favoris non plus, comme on a vu précédemment, ce sont pas des mains qui sont favoris non plus à 80-90%, comme en hold'em. Donc ça va être des mains qui vont être assez difficiles à manœuvrer post-flop, et si on trouve pas brelan, ce sont des mains qui vont très difficilement gagner à l'abattage. Donc ce sont des mains avec lesquels on essaye de mettre le plus d'argent possible pré-flop. En même temps, on a vu aussi précédemment qu'il y avait très peu de fold après avoir 3 bêtes. Si on effectue une sur-relance, on va avoir du mal à passer, puisque justement on a eu de belles cotes pour payer, et si on a une main qui joue pas trop mal post-flop, on va pouvoir essayer d'aller entre guillemets craquer les as pour un prix raisonnable, et en même temps avec de bonnes chances de réussir. Donc on va du coup souvent 3 bêtes, et quand on aura 3 bêtes, si notre adversaire 4 bêtes, même si on sait qu'il a 2 as, généralement on va quand même payer. Du coup il faut éviter de 3 bêtes des mains qui jouent mal face à une paire d'as. Je vous remonte le tableau précédemment, j'avais montré, hop, elle est où ma souris, ici, que on avait deux cas où la paire d'as était extrêmement favorite. C'était quand on avait une paire de rois, ou une main où l'as compte énormément, comme as-dame valet 10. Donc ce sont des mains qu'on va éviter de 3 bêtes qu'on va éviter de 3 bêtes pas forcément face aux as, mais en général, puisque ce sont des mains qui joueront très bien en payant simplement, mais en cas de 3 bêtes, en cas de 4 bêtes on est mal, et en même temps on est obligé de payer. Donc je pense que vous voyez très bien pourquoi c'est une mauvaise idée de les 3 bêtes. On va aussi essayer d'anticiper un peu le jeu post-flop, et on va parler de la notion de SPR, donc le stack to pot ratio. Le stack to pot ratio, c'est en fait si par exemple il y a 10 big blinds au milieu et que dans votre tapis vous avez 100 blindes, on fait votre tapis divisé par le nombre par le pot, et on obtient le SPR. Donc dans l'exemple que j'ai donné, s'il y a 100 blindes dans votre tapis et qu'il y en a 10 au milieu, vous avez ce qu'on appelle un SPR de 10. Et du coup en surrelançant pré-flop, on met plus d'argent au milieu, et on diminue entre guillemets la taille effective de notre tapis. Donc il y a certaines mains par exemple qui vont être très très intéressantes. Là où avec par exemple 300 blindes, une couleur hauteur roi sera une très très mauvaise main à jouer, puisque si ça part un tapis, en face il y aura très très souvent la couleur hauteur as. Et avec 30 blindes, si jamais vous touchez votre couleur hauteur roi par exemple,
et ben ce serait très très intéressant. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va faire ce qu'on appelle des 3 bêtes en bluff, ou en semi-bluff. C'est-à-dire que on va surrelancer par exemple avec, je sais pas, je vais dire roi 7, 6, 5 avec tirage couleur hauteur roi, avec roi 7 assorti, 6, 5 assorti par exemple, une main qui est pas loin d'être décente, mais qui en même temps n'est pas forcément terrible. Ben, ça va être une très bonne main à surrelancer. Pourquoi? Parce qu'on va diminuer le SPR dans la main en question, et en même temps, ben, face à une paire d'as, on joue pas si mal que ça. Donc, ça va être puisqu'on aura environ quelque chose comme 40%. Donc, ben, on joue pas trop mal si on se fait 4 bêtes, donc on pourra éventuellement payer le 4 bêtes, même si c'est pas l'idée. Et même si c'est pas non plus l'effet recherché, c'est un 3 bêtes en bluff, mais en même temps, on peut assumer un 4 bêtes. Et du coup, ben, on va pouvoir profiter d'avoir l'initiative, puisque notre adversaire passera pas souvent. On va profiter d'avoir l'initiative pour plus tard dans le coup, et en même temps, ben, on diminue le SPR, donc notre main devient encore plus jouable, donc c'est les cas où ça peut être intéressant de 3 bêtes en semi-bluff. Donc voilà, c'est essayer de réfléchir à ça, plutôt que de 3 bêtes des mains comme paire de roi, paire de dame, paire de valet, bah 3 bêter des mains un peu moins fortes dans l'absolu, mais qui vont être plus facilement jouables post-flop. Voilà. Et du coup, bah, le jour où vous aurez 2 as, vous obtiendrez peut-être un joueur qui s'énerve avec paire de roi en face et qui fait une énorme bêtise, quoi. Voilà. On va passer au jeu post-flop maintenant qu'on a bien, qu'on a essayé d'englober tout le pré-flop. Pour le pré-flop justement, j'ai oublié de le préciser juste avant, mais si vous avez d'autres questions, déjà n'hésitez pas encore une fois à les poser sur le forum ou sur les commentaires de la page YouTube. Je me ferai une joie d'y répondre. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres sites internet comme Poker Academy qui a fait un très bon sujet là-dessus sur le jeu pré-flop, ou sur le forum pour ceux qui y ont accès à la partie stratégie où Canonbis avait fait un cours sur le jeu pré-flop en Omaha qui était très très bien, et où il a déposé le diaporama sur le forum, donc n'hésitez pas à aller le voir, ça vous donnera 2-3 conseils en plus si jamais vous en avez besoin. Voilà. Donc pour le jeu post-flop, on y arrive. 3 règles principales. Évitez très souvent le slow play. Pourquoi? Ben, comme on l'a vu, on fait très très souvent des mains fortes en OA, et une main qui va être les nuts au flop sera souvent la 10e, voire la 11e, voire la 20e meilleure main arrivée à la river. Donc, le principe, ça va être de mettre le plus d'argent au milieu, le plus rapidement possible, quand on est sûr d'avoir la meilleure main. Je prends cet exemple, admettons que vous avez brelan de valet sur valet 7-5. Ce flop est quand même relativement sec, hein, valet 7-5, pas de tirage couleur. En hold'em, par exemple, le seul tirage quinte, ce serait 9 et 8, hein, pour un tirage quinte par les deux bouts, ou 6-8, donc des mains, ça fait quand même très peu de mains, quoi. Et ben, en Omaha, si notre adversaire a valet 19-8, il a 13 out pour battre notre paire de valets. Il joue tous les 10, il joue tous les 9, tous les 8, tous les 6, et je crois qu'on a fait le tour, là, ce coup-ci. Voilà. Donc, mine de rien, on a beau avoir une main très très forte, on a les nuts au flop avec paire de valet, notre adversaire a déjà 13 out sur un board totalement sec. Je vous laisse imaginer qu'est-ce qui peut se passer si jamais on est sur un flop valet 10, valet 10, on va pas mettre 8, on va pas mettre, valet 10-6 avec un tirage couleur. On l'a vu tout à l'heure, hein, si notre adversaire a un énorme tirage, il peut même être devant. Donc attention, ne pas slow play, c'est assez important. Autre chose à retenir, ne pas s'imaginer d'avoir des outs invisibles. Faire attention notamment au tirage couleur et quinte non max. N'allez pas payer au flop en vous disant, par exemple sur valet 7-5, n'allez pas vous payer au flop avec 6 et 4 en vous disant ouais mais je joue tous les 3 et tous les 8. Non, les 8 vous les jouez pas par exemple face à la main que j'ai mis en face. Du coup vous jouez les 3 et au lieu d'avoir 8 outs, vous en avez plus que 4. Donc faire très très attention, ne pas s'imaginer des outs, et quand vous avez un tirage couleur assez faible, hauteur 6 ou 7 par exemple, faire très très attention. On va plus parler là de tirage couleur défensif si jamais votre adversaire l'a, mais ne jouez pas à fond votre tirage. Dites-vous bien qu'il y a de très fortes chances que votre adversaire puisse avoir en tout cas un tirage couleur supérieur, pardon.
Donc voilà, ne pas s'imaginer des outs, c'est très très important, parce que si vous commencez à vous imaginer des outs, vous allez commencer à payer beaucoup trop au flop, et bah du coup pour essayer d'aller chercher des tirages qui sont de toute façon perdants. Donc c'est quand même l'une des situations les pires au poker en général, c'est de payer en n'ayant aucune chance de gagner le coup de toute façon. Donc voilà. Et autre notion, c'est donc la notion de SPR, et qui va être très très importante au match. Je vous ai pris un exemple, c'est le brûlant 7 sans aucun tirage à côté, sur le flop, donc valet 7-5. Comme ça peut paraître idiot, mais on va avoir des décisions différentes en fonction de si par exemple le pot fait 10 blindes, si on a 10 blindes dans notre tapis ou si on en a 200. Pourquoi? Ben avec 10 blindes, si on a brûlant 7, ben on va tout mettre au milieu tout de suite puisqu'on peut, vu que c'est du pot limite encore une fois, donc on peut mettre tout au milieu avec un SPR de 1. Et bah, si le mec a brûlant de valet, c'est un setup. S'il a un tirage, ben c'est pas enfin c'est un flip, et s'il a un énorme tirage et qu'on est en 50-50, ben c'est un coin flip et tant mieux. Et s'il a brûlant de 5, bah tant mieux parce qu'il va très souvent payer, on sera loin devant, donc ce sera une décision facile. À l'inverse, si on a 200 blindes de tapis, admettons qu'on fasse une mise à 3 quarts pot, donc on fait 7 blindes et demi, notre adversaire relance. Qu'est-ce qu'on fait? Bah si on surrelance, on va engager beaucoup de notre tapis en étant très souvent derrière. Si on paye juste, ben les décisions turn et river vont être assez compliquées. Donc là où une main était très forte avec pas beaucoup de profondeur, elle devient très très faible, ou pas très très faible mais très difficile à jouer avec un gros tapis. Donc très très important cette notion de SPR, on va pas jouer les mêmes types de mains en fonction de la profondeur, et donc du coup c'est très important de comprendre ça. Voilà. On arrive quasiment au bout. Dernier conseil, toujours, et c'est encore plus vrai en OMA, faire très attention aux raisons qui nous poussent à miser. Je vous renvoie au cours que j'ai fait sur la page YouTube sur les raisons de miser, où je prenais des exemples en hold'em mais qui s'appliquent parfaitement au OMA une fois qu'on a intégré les 2-3 différences. Ne pas s'enflammer avec des mains faibles, encore une fois. La quinte par le bas, faire très attention. Des couleurs pas max, faire très très attention. Se rendre compte qu'on a peu ou pas de cote implicite. Aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais généralement, une couleur qui rentre, une quinte qui rentre, on va faire très très attention. Le board qui double, on va faire très très attention. Donc ça veut dire que si on paye hors cote, par exemple à la turn avec un tirage couleur, on va pas forcément le rentabiliser à la river, puisque les joueurs vont se méfier encore plus qu'en hold'em. Donc c'est très très important de se rendre compte de ça, et donc de pas forcément payer nos tirages hors cote, là où en hold'em on peut éventuellement prendre une mise à la river pour rentabiliser le fait qu'on ait payé légèrement hors cote notre tirage. Voilà. Et ne pas hésiter à réfléchir à notre équité face aux différents types de mains. Par exemple, je vais reprendre l'exemple juste avant. Le brelan de 7 sans hydro, ben on peut réfléchir à notre équité. Face à brelan de valet, on joue un out. Face au tirage quinte, on est en 50-50 puisqu'il a environ 12-13 outs. Face à un brelan de 5, il a un out, donc on est favori. Donc on peut réfléchir comme ça. Vous réfléchissez vite fait, et ça va vous donner une idée de votre équité contre l'ensemble de la range et du type de main qui peut jouer de cette façon. Et du coup, ça peut vous aider à prendre les décisions, même si ça peut paraître beaucoup plus compliqué qu'un hold'em, puisqu'il peut avoir beaucoup plus de sortes de mains. Et c'est aussi ça qui rend le HOMA très passionnant, c'est que la lecture est beaucoup plus difficile qu'en hold'em. Et croyez-moi, quand vous reviendrez au hold'em après avoir joué un peu de HOMA, bah vous vous rendez compte que c'est un peu plus facile et que vous avez progressé en ayant joué à Omaha, et que ça vous aidera notamment pour le hold'em. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était une initiation au Omaha. J'espère que ça pourra vous aider dans vos prochains tournois de Omaha, et puis sinon je vous dis à la prochaine, rendez-vous aux tables. Voilà, salut!